C'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans ce journal de l'économie. Merci de nous rejoindre ici et maintenant pour son développement. Allègement de la dette du Soudan, le pays franchit un nouveau pas. Le Club de Paris va effacer son ardoise. Négociations sur la pêche, la chef de l'Organisation mondiale du commerce fait part de son optimisme après la dernière réunion ministérielle. Le tourisme religieux dévasté par le Covid-19 en Arabie Saoudite, seuls quelques dizaines de milliers de fidèles ont été autorisés à participer au Hajj. Un manque à gagner certain pour la première économie du Golfe. Nous ouvrons cette édition par le Mali. L'État a levé le 14 juillet dernier sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 30 milliards de francs CFA au terme de son émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 60 mois. Sur le montant des soumissions, le Trésor public a rejeté les 38 milliards, soit un taux d'absorption de 44,10%. Au Niger, l'exécutif veut se conformer à la directive de la CEDEAO portant sur l'harmonisation des politiques relatives au secteur minier dans ses États membres. L'initiative communautaire visait, entre autres, à assurer un environnement favorable au développement des États. Le gouvernement a adopté le 12 juillet un projet de décret définissant les conditions d'installation et d'exploitation des unités de valorisation des substances minières précieuses au Niger. La mesure impose aux personnes physiques et morales désireuses d'exporter des minéraux à l'état brut au Niger d'obtenir au préalable une autorisation délivrée à cette fin par le gouvernement. En outre, dans le souci de renforcer le tissu économique, les exportateurs seront incités à mettre en place les installations nécessaires pour assurer une transformation ou une semi-transformation du minerai au Niger. Lorsque cette transformation n'est pas possible sur place, les sociétés sont encouragées à installer ces unités de transformation au sein d'un pays de la CEDEAO et, en dernier ressort, dans tout autre pays africain. Direction le Soudan. Une vingtaine de pays créanciers du Soudan ont annoncé vendredi qu'ils effaçaient largement l'ardoise du pays. C'est dans le cadre de la réduction drastique de sa dette extérieure engagée depuis plusieurs mois pour permettre son retour sur la scène internationale. Landry Salanon pour le récit. Le président du Club de Paris a annoncé un accord historique attendu depuis de nombreuses années pour traiter la dette du Soudan. Sur un montant de créances de 23,5 milliards de dollars, ce sont 14,1 milliards qui ont été annulés et le reste rééchelonné. À terme, néanmoins, la partie rééchelonnée devrait aussi être largement annulée, d'après celui qui dirige le Trésor français. Cette annonce s'inscrit dans un processus plus large, sous l'égide du Fonds monétaire international prévoyant que la dette du Soudan soit allégée de plus de 50 milliards de dollars ces prochaines années. Cela représente la quasi-totalité, soit 90% de la dette du pays, principalement accumulée lors de la présidence d'Omar el-Béchir. Depuis, un gouvernement de transition qui réunit civils et militaires dirige le pays et a engagé son retour sur la scène internationale. C'est dans ce cadre que s'inscrit la réduction drastique de sa dette. Le processus avait été engagé en mai lors d'une conférence à Paris, lors de laquelle le président français Emmanuel Macron avait déjà annoncé que la France annulerait sa part de la dette soudanaise, soit près de 50 milliards de dollars. Le Club de Paris rassemble une vingtaine d'États, dont les États-Unis et la France, qui détiennent de la dette auprès d'autres pays en difficulté financière. Et toujours par rapport au Soudan, le taux d'inflation annuel a explosé. Il a atteint 412,75% en juin selon l'agence officielle SUNA, dans un contexte de grogne populaire face à la hausse des prix après une série de réformes demandées par le Fonds monétaire international.
Depuis quelques années, l'avocat connaît une forte croissance de sa production. Si le niveau de la récolte demeure toujours l'un des plus faibles dans la catégorie des principaux fruits tropicaux, le produit va tout de même jouer un rôle de premier plan sur le marché dans le futur, selon les dernières prévisions de l'OCDE et de la FAO. La production de l'avocat pourrait grimper à 12 millions de tonnes d'ici 2030, soit le triple de son niveau en 2010. Cette croissance sera principalement liée à la forte demande du fruit en raison de ses bienfaits pour la santé et par des prix soutenus qui devraient inciter les acteurs de l'industrie à investir massivement dans l'expansion des superficies cultivées. D'après l'OCDE et la FAO, 74% de la récolte anticipée proviendra d'Amérique latine et des Caraïbes, avec comme principal moteur le Mexique. Le premier producteur et exportateur mondial du fruit devrait voir une hausse de 5% par an de son offre d'ici 2030. Il récolte déjà annuellement plus de 2 millions de tonnes du fruit. Ainsi, le produit s'affichera d'ici 2030 comme le principal fruit tropical échangé grâce à des exportations de 3,9 millions de tonnes, surpassant ainsi l'ananas et la mangue. Il deviendra par la même occasion l'un des fruits les plus lucratifs avec une valeur des expéditions de plus de 8 milliards de dollars. Sur le continent, les nations les mieux placées pour tirer profit de la hausse de la demande sont l'Afrique du Sud et le Kenya. Si les deux pays dominent l'offre continentale, c'est toutefois le Kenya qui pourrait surtout profiter de cette tendance en raison de l'importance du volume de ses expéditions sur le marché mondial. En effet, le pays a émergé en quelques années comme le principal exportateur africain, devant l'Afrique du Sud qui consomme plus du tiers de sa récolte principalement sous forme fraîche. Je le disais en titre, la chef de l'Organisation mondiale du commerce a fait part de son optimisme après la réunion ministérielle sur les négociations sur la surpêche, même si d'importants désaccords persistent entre les pays, notamment sur le traitement des pays en développement. Ngozi Okonjo-Iweala s'est montrée satisfaite de la volonté politique des pays d'aller de l'avant. La Nigériane a reconnu qu'il y a encore de nombreuses questions concernant le test et des différences qui doivent être comblées. Tous les acteurs s'accordent à dire que l'urgence est réelle. Un tiers des stocks de poissons commerciaux étaient pêchés en 2017 à des niveaux biologiquement non viables selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les négociations visant à interdire les subventions favorisant la surpêche ont commencé il y a 20 ans sans jamais aboutir à l'OMC où les décisions sont prises par consensus. Les membres de l'organisation n'avaient ainsi pas réussi à conclure un accord fin 2020, date butoir, fixé par l'ONU en raison aussi de la crise sanitaire qui avait ralenti le rythme des discussions l'an dernier. Mais la nouvelle chef du gendarme du commerce mondial a fait de ce dossier une de ses priorités et souhaite un accord avant la grande conférence ministérielle qui aura lieu pendant la semaine du 29 novembre à Genève. Les discussions à l'OMC visent à interdire les subventions à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, celles concernant les stocks surexploités et celles contribuant à la surcapacité et à la surpêche. Dans les deux derniers cas, le test prévoit que les aides soient autorisées lorsqu'elles encouragent la reconstitution des stocks de poissons à des niveaux biologiquement durables, une proposition qui hérisse certains pays défavorisés. Après la pêche, le pétrole. Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs 10 alliés via l'accord OPEP+, sont tombés d'accord dimanche pour continuer à augmenter modestement leur production à partir d'août. C'est ce qu'a annoncé l'OPEP après l'échec du début du mois. So yes, we will keep the 400 on a monthly basis. L'accord prévoit que 23 membres du groupe OPEP augmentent leur production de 400 000 barils par jour chaque mois à partir d'août afin de contribuer à alimenter la reprise économique mondiale selon l'organisation qui va évaluer l'évolution du marché en décembre.
L'accord trouvé dimanche repousse par ailleurs d'avril 2022 à la fin de l'année 2022 la date limite du plafonnement de la production. Une première réunion prévue début juillet autour de cet agenda avait dû être annulée en raison du désaccord intervenu entre les Émirats arabes unis et le reste de l'Alliance sur un point technique, son volume de production de référence. Ce seuil arrêté à la date d'octobre 2018 correspond pour Abu Dhabi à 3,17 millions de barils par jour. Il ne reflète effectivement pas la pleine capacité de production du pays qui est montée à plus de 3,8 millions de barils par jour en avril 2020, à la veille des coupes du cartel. Les discussions du 18 juillet ont permis d'aboutir à un compromis, selon lequel le quota de production des Émirats sera élevé à 3,5 000 barils par jour en mai 2022. Les quotas de plusieurs autres pays seront aussi ajoutés. Le ministre saoudien de l'énergie a refusé de dire comment ces nouveaux quotas avaient été fixés, affirmant que cela faisait partie de la recherche d'un consensus. L'objectif du cartel est de revenir au niveau de production d'avant la pandémie, car l'Alliance pompe toujours 5,8 millions de barils par jour, de moins qu'avant la pandémie. Le Hajj, le grand pèlerinage du monde musulman, se déroule depuis quelques jours à la Mecque, en Arabie Saoudite. Mais cette année encore, seuls quelques dizaines de milliers de fidèles ont été autorisés à y participer en raison, vous le savez, de la pandémie. Un manque à gagner certain pour la première économie du Golfe. Reportage. Pour la deuxième année consécutive, les autorités saoudiennes ont réduit drastiquement la participation des fidèles musulmans au Hajj qui se tient du 17 au 22 juillet. 60 000 fidèles à peine, tous résidant en Arabie Saoudite, âgés de 18 à 65 ans, ne souffrant d'aucune maladie chronique et surtout dûment vaccinés. C'est très éloigné des 2,5 millions de pèlerins qui ont afflué en 2019 des 4 coins du monde vers la ville sainte de la Mecque. Le manque à gagner pour l'économie saoudienne est considérable. Avant la pandémie, le Hajj rapportait en moyenne 10 à 15 milliards de dollars par an au royaume, auxquels s'ajoutaient les 4 à 5 milliards dépensés par les quelques 8 millions de fidèles au cours de la Omra, ce petit pèlerinage non obligatoire qui peut s'effectuer tout au long de l'année. La manne perdue équivaut à 7% du PIB saoudien. C'est la deuxième contribution à l'économie du pays, juste derrière le pétrole, que la pandémie a réduit à néant. Une catastrophe pour les finances saoudiennes, mais pas uniquement. Ailleurs dans le monde, notamment en Afrique, ce sont des dizaines de milliers d'agences de voyage spécialisées dans ce tourisme religieux qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans activité. Ainsi s'achève ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Restez avec nous sur Sika TV.